Au début, je t'ai pas cru, parce que je pensais que ça n'existait même pas, ce genre d'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Alors sur le le scooter, j'avais même installé un autoradio sous le selle avec des baffles sur les deux côtés, tu vois. Ok. C'est-à-dire que le titre de la vidéo, ça pourrait être du BEP compta au master. Enfin, c'est incroyable, c'est rare quand même, c'est super rare. Mais par contre, personne te dit, dans la ligne droite, accroche-toi de toutes tes forces parce que sinon tu vas t'envoler en l'air. Salut Pierre. Salut Yann. Je suis ravi de te recevoir dans la boîte à gants. Et merci de m'accueillir ici. Donc on est dans les bureaux de Icarsoft, même pas vraiment Icarsoft. On est où, dis-moi? Ici, on est effectivement dans nos tout nouveaux locaux de la société ALP Distribution, et en l'occurrence ceux d'Icarsoft France. Tu sais que ce podcast, c'est un podcast aussi et avant tout pour les passionnés d'automobile. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots et on va après, dérouler un petit peu ton parcours, comprendre comment l'automobile, la place que ça a dans ta vie. Mais ouais, si tu peux te présenter en 2 mots, qu'est-ce que tu dirais? Je m'appelle Pierre Berton, j'ai 35 ans, je suis marié, je suis papa de 2 petits garçons, Léopold 5 ans et Augustin 8 ans, et je suis donc gérant de la société Icarsoft France. Icarsoft France, pour faire simple, c'est des valises de diagnostic automobile. Alors que tu sois pas du tout bricoleur plus, ou alors même professionnel de l'automobile, un outil de diagnostic qui va correspondre à ton usage. Voilà. Et justement, le côté bricoleur, la mécanique, l'automobile dans ton enfance, c'est quoi un peu les souvenirs que t'en as? C'est ton père qui t'a transmis ça? Alors oui, effectivement, je suis issu d'une famille de mécaniciens. C'est-à-dire que mon papa a eu une entreprise de mécanique. Ma maman était assistante de direction. Alors la petite particularité, c'est que à l'époque, mon grand-père a choisi pour mon papa sa formation. Finalement, c'était une éducation un petit peu à la dure. Et mon papa était hyper passionné de mécanique d'automobile et de moto. Et finalement, mon grand-père lui a dit voilà, tu vas faire une formation en mécanique, qu'il est arrivé en septembre de l'époque. Et en réalité, c'était de la mécanique générale. Il s'est fait un peu avoir, quoi, tu veux dire? Alors, c'était pas vraiment une blague de mon grand-père, parce que je t'ai dit à l'époque, c'était c'était pas une petite joke entre eux, tu vois. Non, c'était vraiment il l'avait inscrit en mécanique générale. Je sais pas si tu connais un petit peu ce que c'est que de la mécanique générale. En fait, je me suis renseigné après que tu m'as expliqué. D'accord. Donc mécanique générale, c'est du tournage-fraisage. En fait, tu fais des pièces plus ou moins grosses. C'est destiné à des chaînes d'assemblage et voilà, tu travailles avec des machines outils. Donc c'est pas du tout de la mécanique automobile. Donc mon père, un peu déçu, mais vu que le paternel avait décidé, il va falloir aller au bout. Et puis, je dirais que finalement, c'est pas vraiment avec des regrets, parce que mon père après a fait 1 ou 2 années en tant que salarié dans la mécanique générale, et il a tout de suite après lancé en fait sa société, qu'il a gardée pendant 25 ans, qu'il a même transmis maintenant à mon petit frère, qui a repris la société de mécanique générale, donc super. Et ça nous a permis voilà, on a une super enfance, il gagnait bien sa vie, donc c'était top. Et puis, à côté de ça, on a fait beaucoup de mécanique sur les différents véhicules qu'on a eu. Alors, c'est vrai que moi, au tout départ, j'étais un petit peu traumatisé par l'automobile, façon de parler. C'est ce que je t'avais expliqué. Mon père, qui était quelqu'un de très prudent, voilà, qui voulait que la famille soit dans une voiture sécuritaire et qu'on prenne pas de risque, avait acheté à l'époque une Volvo V70. Que j'adore, moi, personnellement. Ouais, j'aime aussi beaucoup, mais en étant petit, tu vois, je la voyais un petit peu comme un grand corbillard de 12 mètres. Enfin, j'exagère, mais voilà. Et finalement, donc, j'habitais on a vécu dans un tout petit village au fin fond de la Bresse. Et avec cette grande voiture de l'époque, en fait, tous nos copains, entre guillemets, se moquaient un petit peu de nous quand on arrivait à l'école en disant, regardez, il y a Pierre et Sébastien qui arrivent dans leur Rolls-Royce. Donc voilà, j'étais un peu traumatisé par cette voiture, même si après j'ai adoré partager des moments avec mon papa de mécanique. On a beaucoup bricolé dessus, les vidanges, les plaquettes de frein, les disques, plein d'opérations où on a partagé là-dessus. Beaucoup de 2 roues aussi quand j'étais gamin. Mon père nous avait acheté des Piwi Yamaha. Bien sûr, une 50 ou une 80? Les deux. Du coup, mon frère, qui a 5 ans en fait, on a eu d'abord le modèle 50 cm3. Moi, j'ai grandi, après, je disais, elle est trop petite, voilà. Et donc, il nous a acheté une 80, et puis mon frère avait récupéré la 50, donc beaucoup de 2 roues. Et puis, c'est vrai qu'on avait la chance, d'être, en Bresse,
au milieu des poulets, façon de parler. C'est vrai que moi je connaissais que pour ça honnêtement. Bah oui, c'est quand tu parles de la Bresse, voilà, c'est le poulet. Je pense qu'il y a plus de poulets que d'habitants probablement. Et du coup, bon, on avait cette chance d'avoir un super grand terrain sur lequel on pouvait faire nos petits parcours de 50 et de 80, c'était super. Donc on en a beaucoup profité, beaucoup de quads aussi. On allait en faire du côté du château de la Roche-Pau. On faisait beaucoup de quads et pareil, on squattait peut-être un samedi sur deux tous les après-midi là-bas sur place et du coup on se débrouillait plutôt bien et je me souviens qu'on était, le mec nous laissait faire du quad sur des 125 alors qu'on avait, je devais faire 1m40, tu vois, mais c'est des super souvenirs, ouais, franchement, super souvenirs. Et tu vois, pour te dire maintenant, nos deux garçons, pareil, sont hyper branchés automoto, que ça soit le grand. On a notre petit rituel du samedi matin. On se fait comment s'appelle ça, Mac Morning, pendant que maman fait la grasse matinée. Donc on va se faire le Mac Morning et après monsieur, tu vois, il a décidé qu'il voulait conduire la voiture de papa. Donc je lui ai dit bon, on va apprendre. On a commencé une conduite accompagnée très anticipée. Mais voilà, ça fait partie de nos petits rituels. Et le deuxième, là, il a décrété que pour ce Noël, il voulait un quad thermique, parce que je lui ai montré un électrique et il a dit ça fait pas boum boum, ça fait pas le bruit. Il appelle ça quad de course. Il le veut en 80 cm3 parce que le 50 il est trop petit et il le veut jaune. Et tu penses que le Père Noël va passer ou pas? Alors, juste avant, je te parlais de la Bresse. Nous, on habite dans un quartier résidentiel où il y a beaucoup de monde autour et j'ai encore pas abordé le sujet de l'arrivée d'un quad thermique. Donc, on est en pleine réflexion avec ma femme de savoir si le Père Noël... Moi, j'aimerais bien que le Père Noël passe, mais il va falloir cadrer un peu ça pour qu'on évite quelques querelles de voisinage, tu vois. Ouais, j'imagine. Ouais, c'est... Pour revenir un peu à ton enfance, donc tu t'éclates dans les sports mécaniques un peu, donc tu commences à faire du quad, de la moto. Mm-hmm. Et en termes d'élève, t'es quel type d'élève? T'es plein d'énergie, un peu turbulent, ou t'es plutôt le calme qui est bon à l'école? Comment ça se passe? Au primaire, bon, j'ai toujours été turbulent. Ouais. Ça c'est clair, j'ai toujours été turbulent, mais quand même assez cadré sur mes années de primaire. Bon, même si j'ai deux trois petites frasques, qui restent un peu dans la famille, des choses que j'ai pu dire à certaines des maîtresses que j'ai eues, où j'étais assez compliqué à canaliser, mais ça se passait bien. Après, c'est plus au collège où ça a été compliqué, de par les fréquentations aussi. J'ai eu qu'est-ce que j'avais comme scooter, un Yamaha Aerox, je sais pas si ça te parle, si. Nitro MBK Yamaha Aerox que mon père m'avait payé. C'était la grande période du tuning à cette époque. Donc j'avais, franchement, quand je vois la photo quand il me l'a acheté, il était magnifique. Et moi j'en ai fait Tu l'as détruit. Non. Et surtout avec une volonté de faire un truc sympa, tu vois. Je me disais c'est bien ce que tu fais, c'est beau. Donc j'ai mis un guidon potence de VTT, j'avais mis, tu vois, tout ce qu'on peut installer comme conneries, carburateur, variateur Doppler et compagnie. Donc c'était un pur scandale. C'est compliqué à assumer un peu ça en vieillissant, ce genre de, tu vois, c'est... Quand tu retombes sur les photos, ça fait mal, ouais. Oui. Surtout quand ton père te l'achète neuf, tu vois, en concession. Il est magnifique et toi tu viens faire un gâchis. Donc ouais, pour en revenir à ta question, période plus compliquée, très rebelle, quelques difficultés quand même à l'école, à force de faire l'imbécile, même si j'avais un potentiel en moi, à force de faire l'imbécile, tu finis quand même à un moment, même si t'es le meilleur de la terre, si t'écoutes pas, il y a un moment où ça devient difficile quand même de raccrocher les wagons à certains moments. Donc compliqué, et effectivement à la fin de la troisième, moi je me suis dit c'est bon, je vais partir en seconde générale et puis je vais continuer à faire mes petites histoires comme ça avait commencé. Sauf qu'en fait, dans tous les lycées dans lesquels j'ai voulu aller, ils m'ont dit mais en fait avec tes notes, tu viendras pas en seconde générale, ça va pas le faire du tout. Donc j'ai dit OK, puis à partir de là, je me suis un peu laissé glisser et mon père m'a dit tiens, je vais t'inscrire dans une formation de mécanique automobile cette fois-ci. Donc il a voulu rattraper, vivre un peu par procuration le truc. C'est ça, il s'est dit tiens mon fils, moi j'ai pas pu faire de la mécanique auto, on va faire les choses comme il aurait peut-être aimé les faire quand il était plus jeune. Et puis donc il m'inscrit dans un CFA à Chalon-sur-Saône, la première ville qui tient à peu près la route. Donc là tu passes du petit village entre guillemets à la grande ville. C'est ça, de 300 à grande ville, 70 000 habitants. Donc oui, on va dire. Je te dis ça parce que tu sais, je t'avais expliqué, mais mon grand-père habitait à Saint-Rémy, donc à côté de Chalon-sur-Saône. Tout à fait. Ouais, j'ai un très bon ami d'ailleurs qui habite juste dans cette petite ville. Mais j'imagine que pour toi à ce moment-là, ça devait quand même être un gros palier quand même, un gros step d'arriver dans cette ville-là. Ouais, c'était un gros step. Après, j'étais content de partir aussi de la maison, de découvrir de nouvelles choses, de me faire des amis, etc.
Après, j'avais avec le recul un état d'esprit trop fougueux, trop envie de faire n'importe quoi. Mon père m'avait pris un appartement et c'est vrai que je jouais pas le jeu, j'allais pas en formation, je restais dormir, donc c'était pas hyper réglo, alors que mon père avait mis finalement beaucoup d'outils à ma disposition pour que tout se passe bien. Puis voilà, quand t'es jeune, t'as envie de jouer un peu à l'imbécile, et ça s'est passé comme ça. Donc je pense que ça a dû durer 6-7 mois, j'allais pas à la formation, j'allais pas spécialement non plus à mon alternance, donc ça s'est un peu ça s'est arrêté comme ça. Est-ce que c'est pas un peu aussi parce que ça te plaisait pas, tout simplement? Si, parce qu'en réalité je savais pas réellement ce que je voulais faire, parce que il m'avait dit d'aller là-bas parce que je pouvais pas aller en seconde générale, donc compliqué, un peu perdu finalement, je savais pas exactement ce que je voulais faire. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Quel switch t'as fait? C'est ta maman qui a repris un peu le flambeau, entre guillemets? C'est ça. Alors j'ai continué, terminé cette année de mécanique. La rentrée de septembre d'après est arrivée. Tout le monde a repris son cartable pour aller tranquillement à l'école. Et moi, du coup, là, j'allais même plus à l'école. En fait, j'avais même plus de formation. Et donc, je pense qu'elle a fait une journée, comment on appelle ça? Porte ouverte? Non, même pas, parce que les portes étaient fermées. Porte fermée. Porte fermée. À faire toc-toc à la porte fermée pour demander si son fils pouvait rattraper le wagon qui avait déjà 3 semaines d'avance. Donc elle est rentrée, elle m'a dit écoute, j'ai été voir un BEP vente, ils étaient pleins, c'est pas possible. Parce que moi je m'étais dit bon, je vais faire de la vente, ça va être sympa. Elle m'a dit par contre, il y avait de la place en BEP comptabilité. Donc là, tu commences lundi, t'y vas et t'arrêtes de jouer au con. Donc là, t'as quel âge à ce moment-là? Là, j'ai 16 ans. Ouais, 16 ans. Et puis finalement, ça a été vraiment un déclic. Ça a été vraiment le déclic parce qu'en réalité, j'ai pris, j'ai toujours été curieux vis-à-vis des chiffres. Enfin, je suis quelqu'un qui est plus côté chiffres que côté littéraire. Donc c'est la comptabilité qui est quelque chose de très cartésien, très très carré. C'est quelque chose qui m'a tout de suite énormément plu, pour lesquels on avait la chance d'avoir des intervenants, des professeurs qui avaient un certain âge. Qui était capable, même sur parce qu'on était pas mal de petits zigotos dans un lycée, le BEP compta, c'est pas la. Tu veux dire que c'était un peu la cour des miracles à ce moment-là, il y avait tout quoi. Voilà, il y a des gens aujourd'hui qui y sont, je veux pas critiquer, mais voilà, c'est pas forcément la top formation dans un lycée, c'est même probablement dans les pires. Et finalement, on avait des intervenants qui avaient de la bouteille et qui savaient, même avec des élèves turbulents, et donc ça bossait sérieusement, très sérieusement. Et du coup, hyper accroché par les chiffres. Ça m'a permis complètement de me remettre en selle et de me dire allez, c'est parti, je m'investis pleinement. Donc j'ai fait 2 années de BEP compta que j'ai eu avec mention très bien, avec 18,5 de moyenne. Donc j'étais vraiment content. Ensuite, j'ai pu rattraper une formation générale au lycée, dans un lycée classique sur un bac normal, toujours avec une orientation sur du marketing et de la comptabilité. J'ai fait ça pendant 2 ans, donc mon bac. Et puis à l'issue de ça, j'ai intégré finalement une école de commerce. J'ai réussi à reprendre le chemin normal. Donc 3 années en école de commerce bachelor, et ensuite Master 1, Master 2 à l'INSEC Lyon, que tu connais aussi, tu m'as dit. Ouais, je suis en train de me dire que le titre de la vidéo, ça pourrait être du BEP compta au Master. Enfin, c'est incroyable, c'est rare quand même, c'est super rare. Je pense, honnêtement, que quelqu'un qui finit en master et qui est issu d'un BEP comptabilité, c'est probablement pas le seul en France, mais à mon avis, oui, c'est pas denrée courante. Mais bon, après, c'était simplement des mauvais choix à des moments et qui ont fait que je me suis retrouvé pas forcément à ma place. C'est vrai que même les professeurs que j'avais me disaient vous avez un potentiel certain, il faut absolument que vous rattrapiez une filière générale, ils étaient conscients de ça. Et du coup, je suis vraiment content qu'il y ait eu ce déclic dans ma vie qui derrière m'a permis complètement de me remettre sur les rails et d'envisager une vie professionnelle sereine, quoi. Surtout que ce déclic est quand même intervenu super tôt, parce que tu sais, il y a des gens à 25, 26, 27, 28 ans qui ont jamais eu encore ce déclic. Donc au final, à 16 ans, oui, c'est vrai. Ça me paraît encore super tôt. C'est vrai que c'était super tôt. Après, on était parti quand même super en vrille, donc c'était quand même plutôt pas mal que ça se passe rapidement, parce que sinon, je pense que si on laissait filer sur ce type de tendance de 16 ans à 20 ans, ça aurait été plus compliqué. Mais oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, t'as plein de jeunes de 22, 23 qui se réorientent, sont perdus. Moi, c'est vrai qu'à partir de 16 ans, j'ai fait cette cassure, je suis reparti dans le droit chemin et tout de suite, ça a filé droit. Et est-ce que c'est à ce moment-là aussi, donc ton père entrepreneur, où tu t'es un peu intéressé justement à ce côté entrepreneurial,
et t'as commencé à le développer, ou t'avais déjà cette fibre depuis tout petit? Alors j'ai toujours eu ça en moi, effectivement, cette fibre d'entreprendre. Je me souviens que quand j'étais gamin, je voulais dès tout petit avoir mon magasin. Je prenais le gros bottin des pages jaunes à l'époque que t'avais sous le téléphone fixe de la maison, et je listais, tu vois, ça sera mon fournisseur pour ça sera mon fournisseur pour ça, je mettrai ça en avant, etc. J'essayais de faire des calculs d'apothicaire pour voir comment j'allais gagner ma vie. Donc oui, non, j'ai toujours été eu ça au fond de mes tripes, on va dire. Tu m'as raconté une anecdote d'ailleurs quand t'étais petit, justement par rapport à ton sens du commerce, pour justement te faire 2-3 sous. Pas parce que forcément les parents ils te donnent pas beaucoup, c'est logique, t'es tout petit. Si, en plus, tu vois, ils me donnaient quand même de l'argent de poche, mais en plus de ça, tu sais, quand t'étais gourmand, quoi. Toujours plus, voilà. Ouais. Et effectivement, oui, j'ai quelques anecdotes de jeux concours que j'ai pu organiser dans mon quartier, sauf qu'il n'y avait pas vraiment de l'eau à gagner dans l'opération, mais oui, voilà, c'était du sponsoring au final. C'est ça. Les villageois te sponsorisaient. C'est ça. Mais c'est vrai que bon, le principe c'est qu'il y a quand même un gagnant à un moment, logiquement, et là il y en avait pas. Donc, mais ouais, non, c'était des petits trucs comme ça d'enfants gentils et qui permettaient effectivement de gagner un peu de sous quand j'en voulais, quoi. Donc t'as fait tes premières armes comme ça, et donc à l'âge de raison, ça se développe comment en fait? Qu'est-ce que tu fais comme petit business peut-être là qui sont plus formels, on va dire? Je crois qu'il y a eu une histoire de bracelet. Oui, en fait, j'ai toujours été curieux et attentif aux tendances qu'il peut y avoir tu vois, il y a eu des grandes périodes, la tectonique, ça c'est voilà, mais après il y a des gens qui ont fait des super opportunités avec ce marché, mais du coup moi voilà, j'avais identifié des bracelets qui s'appelaient Power Balance à l'époque, qui étaient des bracelets pour te permettre d'avoir un meilleur comment ils appelaient ça, un meilleur équilibre, confort, etc. Et effectivement, c'est des choses que j'ai rapidement importées depuis l'Asie et commercialisées en France en parallèle de mes études, effectivement, pour arrondir pareil un petit peu les fins de mois, trouver des combines. Donc c'est vrai que j'ai toujours été curieux et de me dire quand je faisais ça, par exemple, c'était en 2008, les frontières étaient pas aussi ouvertes que maintenant, c'était plus compliqué, les communications avec des fournisseurs à l'étranger, bon, ça c'était, en tout cas pour un particulier, c'était pas aussi easy que maintenant, et je me suis jamais vraiment mis de barrière. Je me suis dit, je suis sûr que ces fournisseurs en Chine, on peut les trouver, on peut communiquer avec eux, on peut importer leurs marchandises, on peut faire du business, et finalement j'en étais persuadé, et les faits ont prouvé que réellement c'était faisable, quoi. Ça, c'était à ton retour de Los Angeles, que je crois que t'es parti en échange à Los Angeles, ou c'était avant? Ça c'était après. C'était après Los Angeles, ouais. Donc t'avais appris l'anglais en fait plus ou moins aux États-Unis. C'est vrai que j'avais, alors franchement, j'étais mauvais dans pas mal de matières au collège, mais l'anglais ça a toujours été une super force, et c'est vrai qu'aujourd'hui je l'utilise au quotidien avec tous les fournisseurs, et effectivement j'ai eu la chance de partir à l'étranger, à Los Angeles, quand j'étais en bac plus 3, en bachelor, Los Angeles et Manchester, donc où j'ai eu des super expériences là-bas, de découvrir la Californie, en 2009, ouais, c'est ça, 2009. C'est quand même incroyable parce que ça fait petit village de Bresse, Chalon-sur-Saône, Lyon, Los Angeles, Manchester, quoi. C'est ça, ouais. C'est une évolution, ouais. C'est une sacrée évolution, même. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que souvent, quand je retourne des fois chez mon papa là-bas au fin fond de la Bresse, tu te rends compte qu'il y a soit ceux qui sont partis et qui se sont un petit peu émancipés de cette ruralité, et ceux qui y sont toujours, et qui n'ont pas changé finalement, qui sont toujours là-bas sur place, c'est ça, ouais. Donc c'est deux profils de vie différents, quoi. Tu parlais de tuning tout à l'heure, je peux pas ne pas parler un peu de toutes tes tentatives de tuning que tu as pu faire, malheureuses, mais ce qui t'ont appris pas mal de choses, parce que je crois que tu étais un peu le geek un peu de l'automobile ou de la moto. Tu parlais de ton scooter que tu as trafiqué. Je crois qu'il y a une 206 aussi qui est passée sur le. C'est ça. Alors le scooter, j'avais même installé un autoradio sous le selle avec des baffles sur les deux côtés, tu vois. Ok. Je peux l'avouer aujourd'hui. Et effectivement, avec la 206, tout à l'heure on parlait de la tectonique. Moi, j'ai pas grandi dans cette période-là, mais le tuning, c'était le grand truc du moment, et ça a un peu mal vieilli. Effectivement, cette 206, il s'est retrouvé que elle était équipée avec des pommeaux WRC achetés chez Carrefour, des pédaliers WRC achetés chez Carrefour. Et puis je sais pas pourquoi, j'ai pris une lubie, parce qu'il y a beaucoup on voyait beaucoup Pimp My Ride avec Exhibit là sur MTV. Bien sûr. Sauf que lui faisait quand même ça relativement bien et propre. Alors a priori, tu sais que j'avais lu des articles comme quoi c'était beau en apparence, mais en fait que derrière ça se dégradait très vite. Donc finalement,
peut-être pas si loin que ton travail. Tu ok, bon, alors au moins c'était beau, ça se dégradait vite. Moi c'était laid, ça se dégradait vite. Voilà. Mais non, plus sérieusement, ouais, j'avais retiré tout ce qui était intérieur de portière d'origine. J'étais allé chez Mondial Tissu acheter du sky blanc et je l'ai posé, ce sky blanc, sur les intérieurs, etc. Ça vieillit très mal le sky blanc, surtout quand tu fumes à l'intérieur. Et quand j'avais cette voiture, donc j'étais plus ou moins fier, j'ai rencontré Alice, ma copine de l'époque, qui est maintenant mon épouse et la maman de nos, qui est juste à côté, la maman de nos deux garçons. Et en fait, quand elle est montée dedans, elle m'a dit mais qu'est-ce que c'est que ce sky blanc, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, moi, c'est vrai que j'ai pas voulu assumer le truc. Et je lui ai dit, bah voilà, tu sais, je t'avais dit que je l'avais acheté à Boulogne-Billancourt, cette voiture. Et du coup, je lui ai dit, voilà, cette voiture, moi, je l'ai achetée comme ça, c'est pour ça que je lui ai un bon prix. Et finalement, un jour, j'ai avoué mon guilty, je sais pas comment on dit, voilà, j'ai dit, bon, finalement, je peux t'avouer un truc maintenant, le sky blanc, c'était moi. Et voilà, ça fait partie des choses où, voilà, on vieillit avec, mais il faut, c'est comme ça. Et sur cette 206, je crois que tu as eu un petit souci parce que tu me racontais, ça me fait rigoler quand tu me racontais ça, mais que toutes les voitures qui ont des maladies connues, tu les as toujours eu, les maladies connues. C'est ça. Quand une voiture avait, la 206, c'était le train arrière, maladie connue, vers 150, 160 000 bornes, le train arrière qui, je sais pas exactement ce qui se passe dans une des roues, mais en gros, ça claque. Et finalement, t'as la roue qui vient taper contre le châssis sans arrêt. Ce qui était un peu gênant, c'est que c'est arrivé en fait à 7 jours de mon départ à Los Angeles et que la voiture, je devais la laisser justement à Alice pour la durée de mon stage pour qu'elle puisse s'en servir. Et ça s'est terminé avec un achat de train arrière sur Le Bon Coin où je suis allé récupérer le train arrière avec Alice à Guignon. Le train arrière chargé dans l'habitacle et en fait on l'a remplacé à, je crois, 72 heures du départ chez un ami à Tournu qui a un pont automobile dans l'entreprise de son père et on a fait ça, je crois, de 20h à 6h du matin. Voilà, genre de mission. Attends, mais ça veut dire que quand tu allais chercher le train, t'avais la voiture qui claquait. Oui, c'est ça. C'est gênant. Ça devait être cool. Ouais, c'est bon. Après, le mec savait que je venais chercher le train pour. il a bien dû le voir, ouais. Il a compris, ouais. Il a compris, mais ouais, non, c'était folklorique, surtout qu'il y a au moins 1h15 de route, donc je te cache pas que c'était assez folklorique. Ouais. Et je crois que, a priori, t'as un certain amour pour Peugeot parce que tu m'as raconté une autre histoire sur une Peugeot 307. C'est ça. Au début, je t'ai pas cru parce que je pensais que ça n'existait même pas, ce genre d'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Alors. Bac plus 3 206, quand j'arrive en master, je me dis on va monter en gamme, donc on s'est orienté vers une Peugeot 307 et à cette époque-là, en fait la 206 rend l'âme, terminé, plus de 206 et donc on se met à la recherche d'une nouvelle voiture. Moi je faisais un stage aussi sur Chalon-sur-Saône et Alice était sur Lyon, elle avait besoin de la voiture sur Lyon et elle me dit voilà, j'ai trouvé une voiture dans un garage, route de Genasse. En sortie de Lyon, route de Genasse, c'est un endroit où il y a tous les petits revendeurs multimarques qui vendent des voitures plus ou moins bien. J'étais un peu inquiet par l'opération, qu'elle aille toute seule regarder la voiture. Donc c'est là que j'avais déjà commencé à importer quelques outils de diagnostic à l'époque. Et donc je lui dis tu sais quoi, prends un PC, prends un outil de diag et puis tu le branches, ça permettra de voir s'il n'y a pas déjà 2-3 petits problèmes sur le véhicule. Donc elle arrive, le mec tu vois, c'était absolument pas démocratisé comme maintenant. Donc il a arrivé avec son ordi et son câble qu'elle branche sur la voiture. Une fille de 19 ans, tu vois, il pète un peu un câble. Elle branche le truc, puis elle me dit écoute, c'est bien, pour moi c'est clean. Qu'est-ce que t'en penses? Je dis allez, prends-la. Sauf quand nous on était des bébés, on n'avait pas prévu de moyen de paiement, on n'avait pas fait de chèque de banque, donc je lui dis demande ce qu'il accepte comme mode de paiement. Et le mec répond chèque de banque. Elle lui dit non, j'ai qu'un chèque normal, un chèque classique. Le mec accepte quand même. Et puis donc elle récupère la voiture, on fait les papiers, etc. Moi je lui verse la moitié, ce qu'on l'achetait à 2. Donc je lui verse la moitié de cette voiture. Et puis après le temps passe, etc. Et à un moment Alice elle me dit mais c'est pénible, là, il va falloir quand même que le mec il encaisse le chèque parce que tu sais quand t'es jeune t'as le solde sur ton compte, tu vois l'argent et puis tu flambes un petit peu. Et puis elle me disait mais là il faut qu'il débite parce que le solde il commence à plus être bon et en réalité ce qui s'est passé c'est qu'il a jamais encaissé le chèque. Vraiment jamais le chèque n'a été débité.
Donc on s'est lancé dans une sorte de Cluedo en famille pour essayer de comprendre ce qui avait pu arriver à cette personne. Voilà, est-ce qu'il lui est arrivé un drame, est-ce qu'il a perdu le chèque, bon voilà. Mais en tout cas, la voiture finalement on l'a eu gratuite, et quelque chose que je tiens à rendre public à travers ce podcast, c'est que cette voiture on l'avait achetée à 2 et Alice ne m'a jamais restitué ma part du véhicule. Donc elle fait quand même partie, je pense, des rares personnes en France qui sont même payées finalement pour posséder un véhicule, l'utiliser, et voilà, ça restera. C'est quand même incroyable. Donc je le souhaite pas, mais j'imagine que cette personne qui vous a vendu le véhicule a dû décéder, puisque je vois pas d'autres possibilités. Ouais. Je sais pas, parce que même si elle était décédée, peut-être qu'elle aurait. Ouais, tu recherches dans la succession. C'est bizarre. Curieux. C'est incroyable quand même. Fou. Un véhicule gratuit. Donc à ce moment-là, donc c'est la sortie de l'INSEC. Tu t'en parlais tout à l'heure de ton master 2. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que tu fais à la sortie? Tu te dis direct, je vais vivre de mes boîtes parce que j'ai cet attrait pour l'entrepreneuriat, ou tu te dis, je vais plutôt prendre quelque chose entre guillemets de plus conventionnel? Master 1, Master 2, je suis passé chez Orange Schweppes et chez Nestlé, donc des belles entreprises. J'étais content de m'être fait ces expériences dans des belles boîtes. Et puis à la sortie de l'école, j'ai vu que l'aspect financier en fait. Je regardais les salaires et je voulais. Le but c'est d'avoir le salaire le plus élevé. À cette époque, je suis recruté par la société Lidl, avec un salaire, je crois, doit être autour de 3 500 euros sorti d'école. Donc net. Ouais, net, c'est ça, ouais. Avec une Audi A4 de fonction, break flambant neuf que tu pouvais customiser. Enfin voilà, t'avais un petit. T'as mis du Sky un peu sur. Non. J'ai proposé le Sky et on m'a dit ça va pas être possible cette fois. non, mais plus sérieusement, tu pouvais te faire ta petite config et tout. Donc tu sais, quand tu sors de l'école, t'es un peu comme un dingue. Donc j'ai intégré Lidl sur un poste de responsable de réseau. Pour faire simple, en gros, tu as 5 magasins. Dans chaque magasin, il y a 10 personnes et tu gères l'ensemble. Donc tu gères 5 magasins et 50 individus. Sauf que après j'ai découvert un petit peu l'envers du décor avec une entreprise qui exploite beaucoup les ressources humaines. Beaucoup d'heures sur le terrain, beaucoup de stress. Et finalement, quand tu ramènes ta rémunération au nombre d'heures que tu as passé, tu te rends compte que finalement c'est pas si intéressant que ça. Et puis après pareil, un management très deep, l'être humain n'est pas au cœur de leur management, on est vraiment sur une recherche de profit, de rentabilité très avancée, donc du coup l'être humain est un peu mis de... C'est juste une ressource parmi tant d'autres, quoi. Tout à fait, ouais. Donc c'est vrai que quand j'étais là-bas et puis que je discutais avec des responsables de réseau qui avaient 4 ans, 5 ans d'ancienneté, qui me disaient, tu vois, je gagne maintenant avec l'ancienneté 4000, 4005, puis on hésite à acheter un bien avec ma copine parce que si lundi il y a un mec de la direction régionale qui passe et qui me fait sauter, je vais me retrouver avec un crédit, donc ça m'angoissait beaucoup. Et donc je suis resté un peu plus d'1 an là-bas, 1 an et 2 mois. Et puis après, pétage de câble, burn-out complet, burn-out psychologique et physique, quoi. Les deux. Je suis déjà pas très très épais, mais j'avais fondu énormément. Il y a un moment où t'as physiquement vraiment craqué, un moment physique où tu t'es vu péter un câble et dire ok, c'est terminé. Le moment il s'est passé dans un montage de foire au vin à Lidl Villeurbanne, en plein montage. Donc à côté de Lyon. Voilà, c'est ça. Dans un magasin où même si t'es le meilleur manager du monde, tu peux pas avoir un magasin qui est propre. Donc moi je suis quelqu'un qui est, soit je fais quelque chose carré, soit je le fais pas, et du coup tu vois, d'être dans un magasin où même en déployant toute l'énergie de la terre, t'arrives jamais à maintenir le truc correct. Hyper difficile à accepter dans tes tripes. Et montage de foire au vin, l'expression quand on dit j'en ai plein le dos, elle s'est parfaitement illustrée parce que j'étais cassé en deux tellement le stress et la pression me touchaient physiquement. Donc au plein milieu de la foire au vin, j'étais avec un carton de je sais plus quelle appellation, mais j'ai tout lâché et je me suis barré comme ça au plein milieu du magasin en disant je veux plus quoi. Je peux plus le faire, c'est au-delà de mes forces. Parce que tu avais vraiment tout donné, c'est-à-dire que de ce que tu m'avais expliqué, j'ai l'impression que ce poste de responsable, ils te vendent un peu l'idée de manager tous ces gens-là, sauf que vu que tu es en sous-effectif en permanence, au final c'est à toi de faire majoritairement. T'as beaucoup, tu dois faire énormément parce que t'as des absences sur le magasin, donc à des moments tu compenses les manques de personnel, et puis après le personnel qui est mis à ta disposition, il est là pour faire, on va dire pour sauver les meubles, mais si tu veux faire quelque chose de correct, il faut effectivement que tu mettes les mains à la pâte, donc c'est beaucoup de manutention, c'est énorme. Puis effectivement, j'étais hyper investi à l'époque, je me souviens, j'y allais même le dimanche
les bacs de viande et volaille, quand ils étaient pas dégivrés la semaine, j'allais lancer des cycles de dégivrage le week-end pour que le lundi, tu vois, les gros blocs de glace dans les frigos soient retirés. Enfin, non, après, franchement, je considérais pas ça comme mon entreprise, mais en tout cas, mes magasins, c'était un peu, voilà, comme mes bébés, et je me disais, voilà, il faut se défoncer pour tes magasins, quoi. Donc cette envie de bien faire, elle était même présente chez Lidl, quoi. Donc tu pètes un câble même physiquement. Oui. Lidl, j'imagine qu'ils essaient de te retenir parce que tu dois être un bon élément. Ouais, c'est ça, ouais. Alors pourtant quand j'en parle avec mes amis que j'ai encore qui sont passés là-bas, ils m'ont dit franchement ce qui s'est passé avec la direction, c'est très rare, c'est-à-dire qu'ils te convoquent pour essayer de te convaincre de rester, c'est quelque chose qui se passe pas très souvent. Ils sont plutôt à te mettre dehors et vite tu t'en vas. Mais là, c'est vrai que j'étais tellement investi et dévoué dans mon taf qu'ils se sont dit là, ouais, on va essayer quand même de tenter un tout pour le tout et de le garder. Donc bon, moi j'ai dit allez, on va essayer de faire un dernier test. Effectivement, je suis retourné dans ce magasin et puis je pense que j'ai dû rester une demi-journée. Et je leur ai dit non, sincèrement, il se passait quelque chose en moi. Je peux plus. C'est tu vois, il y a vraiment une cocotte minute et qui aura explosé et que tu peux plus réassembler, quoi. C'est fini. Je pense qu'il y avait un point de non-retour je pensais même pas, tu vois, pouvoir ressentir. C'est la seule fois que j'ai ressenti ce type de sensation dans ma vie, de me dire là, t'as atteint un point de non-retour, c'est impossible qu'il retourne. Même avec toute la meilleure des volontés, c'est plus terminé, quoi. Voilà. Et là, ton raisonnement, tu te dis quoi? Tu te dis c'est une opportunité pour faire autre chose, ou t'as eu une période un peu compliquée avant de te refocus? J'ai cherché à nouveau du travail. Je me disais, je vais essayer de repartir sur autre chose. Alors du coup là, avec en ayant un petit peu réfléchi, en se disant bah voilà, la rémunération c'est bien, mais pense aussi à ton confort de vie, etc. Puis en parallèle, toujours curieux de l'entrepreneuriat et du e-commerce pour lequel j'ai une grande sensibilité, j'ai commencé à trouver justement sur le diagnostic automobile, à trouver des produits que j'avais pu sourcer auprès de fournisseurs chinois, m'approvisionner. Donc en parallèle j'avais ouvert dès le départ une auto-entreprise en parallèle de mes recherches d'emploi. Et puis je faisais de l'achat-revente d'outils de diagnostic. À l'époque, c'était les grandes heures d'eBay. Amazon n'avait pas la puissance qu'on connaît aujourd'hui, donc j'achetais ces outils de diagnostic auto, je les revendais sur eBay, tranquillement. Et c'était quoi ta réflexion? Parce que au-delà du fait que tu avais un attrait pour l'automobile certain de par ton parcours, qu'est-ce que tu t'es dit en cherchant le produit? Tu t'es dit je veux quelque chose qui va toucher un gros marché. Enfin, c'était quoi ta réflexion? En fait, je me disais finalement aujourd'hui t'es bricoleur, t'as pas de solutions qui te sont proposées alors tu vas pouvoir mettre les mains dans le cambouis, tu vas pouvoir faire tout ça, mais les véhicules avec de l'électronique arrivaient, tu vois, on est en 2010, donc les véhicules arrivent avec toujours de plus en plus de technologie, de confort, de sécurité, toujours de plus en plus d'électronique dans les véhicules, et finalement, il n'y a pas, le garagiste, il a ce qu'il faut pour travailler pour faire le job sur ces véhicules, mais celui qui fait ses entretiens lui-même, celui qui fait sa vidange, il va aller dévisser l'écrou, il va faire couler l'huile, il va remplacer ses filtres, mais il sera toujours bloqué par ce voyant. Donc je me suis dit finalement il y a un marché potentiel qui est énorme de tous ces bricoleurs qui font du do it yourself, comme on peut dire, et qui n'ont pas les outils en face. Donc j'ai identifié ce marché comme étant vraiment quelque chose qui pouvait être intéressant pour le consommateur final. Et puis il y avait peu d'acteurs peut-être aussi à l'époque. Pour le diagnostic professionnel, il y avait Bosch, Wurz qui sont toujours là, 10 ans après, qui étaient là 10 ans avant. Mais effectivement, il y avait pour le bricoleur ou alors pour le petit garagiste multimarque qui s'installait, il n'y avait pas de solution, en tout cas à des coûts raisonnables. Parce qu'un bricoleur, si tu lui parles de mettre 1 000 € dans un outil, et c'est tout de suite plus compliqué. Mais il n'y avait pas réellement de solution sur le marché pour ça. Donc en fait, c'était trouver un marché qui te plaît avec peu d'acteurs. Forcément des marges intéressantes pour toi aussi parce que c'est une entreprise, hein, c'est pas une œuvre caritative. C'est vrai, tout à fait. Faut être honnête. Et donc tu lances cette première année donc à la sortie de cette expérience avec Lidl. Oui. Comment ça marche? Tout de suite tu t'en sors? Alors, je fais effectivement de l'achat-revente, ça marche plutôt bien. Après, le problème étant que les produits avaient des faibles valeurs ajoutées, donc les produits, même si, le panier moyen était autour de 30-40 €. Donc à un moment, quand t'as atteint ton produit le plus cher est à 40 €, forcément, à un moment, tu plafonnes en termes d'activité. Donc là, j'ai pris le pari, en fait, d'aller directement en Chine pour faire du sourcing. Donc, je suis parti à Shenzhen, qui est, on va dire, un petit peu le berceau du diagnostic auto, de plein d'autres secteurs aussi liés à l'électronique. Mais en tout cas, dans le diagnostic auto, c'est là-bas que tu retrouves énormément d'ingénieurs qui sont hyper forts dans le diagnostic automobile. C'est comment Shenzhen? Parce que j'ai du mal à visualiser. Est-ce que c'est vraiment la ville-usine?
Oui, c'est la ville usine. Ouais. Ça doit être impressionnant à voir quand même. C'est pas. C'est pas beau, c'est sûr, non, j'imagine, mais ça doit être déroutant quand même de voir ça. C'est des usines à perte de vue, puis du business. Après, c'est vivant économiquement, donc c'est hyper intéressant. T'es reçu comme un prince dans toutes les firmes que tu peux visiter. Où tu vois, je veux dire, tu vas aux États-Unis, tu traînes devant des entreprises, le mec il sort, il dit qu'est-ce que tu fais là, quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Il dit jet, alors que là-bas ils sont vraiment, tu vois, ils sont sur une ouverture. C'est un régime communiste, mais ils sont très ouverts business et ils te présentent ce qu'ils font, ils te montrent les savoir-faire qu'ils ont. Alors leur produit c'est toujours le meilleur, il faut absolument que tu prennes celui-là, il va te faire des très bons prix, des très bonnes conditions, et il faut acheter vite. Mais et c'est là que finalement le coup de foudre avec Icarsoft se passe à Shenzhen, parce que du coup je découvre une petite entreprise. À l'époque ils sont entre 5 et 10 à peu près dans la structure, et ils ont développé des outils segment do it yourself, donc pour des gens qui font leur bricolage eux-mêmes, leurs entretiens eux-mêmes. Ce produit il est prêt, mais avec toutes les contraintes que je vais t'expliquer maintenant. Et effectivement des produits prêts mais intégralement en anglais. Donc concrètement, je me suis dit, si tu ramènes ce produit-là sur le marché français, déjà qu'on n'est pas très à l'aise avec l'anglais, tu vois, contrairement aux pays nordiques où on n'est pas très bon en anglais. On est toujours pas très bon. Hein. On est toujours pas très bon. Et les garagistes, pareil, tu vois, je me suis dit, si tu leur mets les codes défauts en anglais, les opérations en anglais, ça va être un frein. T'avais tout l'aspect après aussi réglementaire, parce que quand tu es un premier importateur d'un produit, tu amènes un truc électronique, il faut que ça soit carré au niveau des réglementations, etc. Parce que s'il y en a un qui s'électrocute avec ton matériel, ça va pas très bien se passer. Et donc du coup, je me lance à fond dans ce projet de dire, ce produit qui est prêt pour un marché anglophone, j'ai envie qu'il soit prêt pour le marché français. Donc des milliers de traductions de codes défauts, de lignes. Alors un tableur Excel avec des lignes sans fin. T'as dû en bouffer, mais de la ligne Excel, ça a dû être quelque chose. Après il fallait le faire, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est vrai qu'à l'époque ça me faisait c'était un investissement de temps qui était énorme. J'avais pas les moyens de prendre une boîte de traduction, parce que quand tu fonctionnes avec un traducteur homo et que tu lui présentes un fichier qui en comporte 190 000, c'est une fortune. C'est une fortune, voilà. Et puis j'avais les compétences de le faire, parce que j'ai un bon niveau d'anglais, donc j'avais les compétences de le faire. Mais énormément d'investissement. Et puis pareil, avec Alice, elle me disait, est-ce que t'es sûr que tu fais ça vraiment, que tu vas lancer le produit, puis que sur le marché ça va être, que ça va fonctionner, quoi. Donc, parce que juste pour niveau des dates, donc tu lances l'entreprise, en tout cas tu te lances dans cette activité en 2012, c'est ça? 2012-2013, ouais, c'est ça. Et ce voyage à Shenzhen de sourcing, il intervient quand? Fin 2013. Fin 2013, d'accord. Fin 2013, donc tu découvres le produit fin 2013. C'est ça, tout à fait. Ok. Et donc là, je pense que j'ai dû passer entre 8 et 10 mois que sur du développement, avec toujours en parallèle l'achat-revente sur les produits que j'avais identifiés, mais tout ce travail en parallèle de développement pour que le produit soit prêt. Et puis, quand le produit, j'ai jugé qu'il était prêt à être lancé, on l'a mis en vente sur toutes les places de marché, eBay, Cdiscount, Amazon, etc. Et en fait, ça a été un véritable carton sur ces produits, parce que tous ces bricoleurs, tous ces gens qui faisaient de la mécanique depuis des années, mais qui n'avaient pas l'outil adapté à leurs besoins, ils se sont dit, ça y est, il y a un mec qui a amené le produit qui correspond à un bricoleur, c'est-à-dire à moi. Donc gros carton sur le. Parce qu'en fait, les autres produits d'avant qui étaient peut-être moins complets te faisaient déjà vivre. Tu vivais déjà de ça. Oui, c'est ça. Ouais. T'as pu développer Icarsoft en parallèle, et Icarsoft venait vraiment compléter tout ça. C'est-à-dire que c'était le produit le plus complet par rapport à tout ce que tu vendais à côté. C'est ça. En fait, les premiers boîtiers, c'était des câbles vraiment d'entrée de gamme, avec des composants de mauvaise qualité, à utiliser avec un ordinateur. Donc il fallait que tu ailles dans ta voiture avec un PC, avec le câble. Alors que là, ce petit boîtier Icarsoft, il pouvait se glisser dans une boîte à gants, une petite housse de transport. Bien joué, la boîte à gants. Voilà, tu vois. Donc t'avais plus de raison de, soit dans ta boîte à gants, soit dans ton coffre, d'avoir ton outil de diag. Hop, tu pars en vacances, t'as un voyant qui s'allume, hop, n'importe où, tu peux savoir si, il y avait plein d'utilités, et ces produits ont été hyper bien accueillis par le marché français, et c'est ce qui nous a permis du coup par la suite de travailler sur d'autres produits avec. Donc en fait, ça devient ton best-seller, mais en parallèle, pendant quelques temps, tu vends aussi autre chose. Oui. Et est-ce qu'il y a un moment où tu vas vendre vraiment exclusivement que du Icarsoft? Alors on a
d'autres marques aussi de diagnostic automobile pour lesquelles on est simplement revendeur, parce que c'est des outils qui ont été lancés ensuite et il y a de la demande sur le marché français. Donc nous, c'est vrai qu'on s'adapte pour être compétitif avec d'autres produits qui peuvent être recherchés. Mais aujourd'hui, oui, on est vraiment focalisé sur iCarSoft. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on est passé sur une boîte de 5 à 10 personnes en Chine et maintenant ils sont plus de 500 personnes. Ils développent des produits. À l'époque, on était sur un boîtier à 100 €. Aujourd'hui, ils développent des outils pour les garages qu'on a présenté à Equipoto à Paris il y a 3 semaines de ça et qui sont pareil hyper bien accueillis par la clientèle professionnelle. Donc voilà, ils sont passés de petits développeurs d'outils de diag et maintenant petit à petit, avec le succès de ces outils pour les bricoleurs, ils ont lancé des outils un peu plus perfectionnés. Après, ils sont attaqués au marché semi-professionnel. Et puis maintenant, ils développent des outils pro et nous, pareil, toujours en collaboration comme on l'a toujours fait avec eux depuis le départ. On traduit les contenus, on assure tout le support technique pour le marché français. Ce que je trouve fou là-dedans, c'est que donc vous êtes des distributeurs, mais en tant que distributeur, vous ayez fait évoluer les produits, c'est quand même pas courant. Le fait que tu aies une relation aussi... En fait, déjà, vous avez grandi avec eux. Parce qu'au final, t'es parti presque d'en bas en même temps qu'eux. C'est ça, ouais. Non, c'est vrai que c'est assez fou parce qu'effectivement, on a changé. Ils ont changé et c'est notre collaboration qui fait que mutuellement on a progressé. Je pense que si au début je leur avais dit il faut lancer des outils semi-pro, ils m'auraient dit le problème on a bien envie de le faire mais on n'a pas la compétence encore suffisante et on n'a pas le cash flow, l'argent pour développer ces produits. Et puis finalement qu'on enregistre que nous on a vraiment travaillé sur une distribution massive sur la France et même tous les pays francophones, donc vraiment le produit c'est très bien vendu, ça leur a permis derrière eux de se développer, de nous proposer des produits effectivement qui correspondaient à des besoins complémentaires et nous derrière de continuer à nous développer. Donc finalement la relation main dans la main avec iCarSoft, elle est parfaitement illustrée parce que c'est exactement ce qu'on vit avec eux depuis le départ, quoi. Parce qu'avant, tu avais un site qui s'appelait Mister Diagnostic, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Et à quel moment tu fais la transition vers iCarSoft France, finalement? Quand je ressens le potentiel, en fait. Quand je me dis, à un moment, ces petits câbles de base, ils sont pas mal, ils dépannent certaines personnes, mais il faut que tu amènes quelque chose d'innovant, quelque chose qui soit autonome. Les gens, ils vont pas se trimballer avec un PC dans leur voiture. C'est pas possible. En plus, le PC, il est sur batterie. Si t'as plus de batterie, enfin, tu vois, là, les boîtiers, ils sont auto-alimentés par la prise de diagnostic. Donc, finalement, c'est toujours fonctionnel. La prise OBD, c'est ça, la prise OBD, oui, tout à fait. De diagnostic. Donc je me suis dit à un moment ces petits câbles génériques, il faut passer à autre chose, il faut que tu trouves un concept innovant et qui va te permettre d'aller chercher vraiment davantage de clientèle et en plus ils sont en demande de ces produits-là, quoi, vraiment. Ouais, donc il y a vraiment eu ce timing parfait, quoi. Parfait dans le sens où après j'ai fait la démarche, tu vois, d'aller j'ai rencontré plusieurs entreprises à Shenzhen et il y en a certaines qui m'ont remontré des câbles comme j'aurais dit ça non, c'est pas ce que je suis venu chercher, je connais, etc. Et ça a demandé beaucoup d'études sur les différents fournisseurs qu'il pouvait y avoir. Pareil, il y en avait certains qui étaient déjà en discussion avec d'autres distributeurs, donc je pouvais pas rentrer avec eux, donc voilà, ça nécessitait, c'était un bon timing, mais ça a aussi nécessité pas mal de recherche et. Donc tu l'as provoqué forcément. C'est ça, oui, ça s'est pas fait tout seul, ils sont pas venus me voir en me disant allez vends nos produits, et puis on va y aller comme ça, quoi. Et donc tu deviens distributeur exclusif en 2018, c'est ça? Ouais, c'est ça, tout à fait, ouais. Et c'est assez marrant parce que tu vois au départ, alors c'est mon épouse qui a complètement les produits iCarSoft étaient vendus sur toutes les places de marché historiquement. Et à un moment on s'est dit c'est bon, on va faire ce site iCarSoft France parce qu'il faut qu'on ait une vitrine et que voilà tout soit que les gens achètent finalement chez le revendeur officiel, c'est le mieux, c'est ce qui serait idéal. Et à l'époque, on a un petit clash avec Alice qui me dit non, il faudrait que tu intègres les produits iCarSoft sur Mister Diagnostic, qu'on fasse une refonte, etc. Et puis j'ai réussi à la convaincre de faire iCarSoft France. Donc c'est elle qui l'a intégralement conçu de A à Z avec des partenaires extérieurs, mais c'est elle qui l'a intégralement. Donc vous avez fait toute la création du site en interne. C'est ça. Ouais. Ah, d'accord. Vous avez vraiment toutes les compétences. Ouais, après on sait quand il nous manque une compétence, on va la chercher, tu vois, on
on n'est pas designer, mais on a voilà des partenaires qui on va chercher du design. On n'est pas codeur, mais on est un peu chef d'orchestre. Puis quand on a besoin d'un instrument en particulier, on va le chercher. Et c'est vrai qu'aujourd'hui tout est facilité. Ce qui est finalement le vrai rôle d'un entrepreneur, parce que c'est justement de pas avoir forcément toutes les compétences parfaites, mais d'orchestrer tout ça. Tout à fait. Donc d'avoir des bases un peu partout. C'est ça, exactement. Et puis d'aller chercher les compétences, celles que tu n'as pas. Puis des fois, il y a même pas de nécessité forcément de l'avoir, parce que ça peut être un peu chronophage de se lancer, tu vois, dans du développement, du code, etc. C'est mieux de se concentrer sur comment tu vas mettre en avant le produit pour que ton client il te trouve, quoi, finalement. Et justement, tu parles beaucoup d'Alice, ta femme qui est juste à côté. Oui. Comment vous faites pour gérer justement le fait de travailler ensemble, parce que vous êtes tout le temps ensemble? Oui. Ça aurait pu, je pense que tous les deux, on a plein d'exemples justement où c'est parti au clash. Comment vous avez réussi à aborder un peu tout ça? Alors, déjà, j'ai la chance d'avoir une femme qui est extraordinaire. Et alors, je le dis pas parce que c'est filmé, mais parce que vraiment, j'ai fait une rencontre tout simplement extraordinaire en école de commerce et vraiment, je suis ravi de partager ma vie avec elle parce que c'est quelqu'un qui est déjà très facile à vivre. Moi, je pense que 2 mois, ça, tu vois, c'est plus compliqué. C'est bien qu'il y ait un moi et puis un elle. Et du coup, déjà, ça c'est, on va dire, un bon départ parce que bon, si t'es sur un couple où c'est déjà un peu qui est bancal, ouais, voilà, c'est clair, c'est déjà compliqué. Ouais. Et puis après, on a finalement défini des règles simples de dire voilà, tu seras salarié de l'entreprise avec du coup la posture de salarié, de dire si le week-end il y a un incendie sur tel point sur le site, elle est salariée, c'est moi qui m'en occupe, etc. Et de définir d'avance les règles, finalement, ça permet que chacun soit dans son rôle, parce que derrière, bon, il y a le côté pro, mais ça nous offre aussi une super qualité de vie avec nos enfants, qu'on n'est pas obligé de mettre au périscolaire le matin, qu'on n'est pas obligé de mettre au périscolaire le soir jusqu'à point d'heure, parce que du coup, on arrive à s'aménager des horaires. Donc c'est un deal gagnant-gagnant, qui nous offre confort de vie, qui nous permet de bien gagner notre vie, puis on s'éclate aussi dans les affaires à deux. On parle quand on se retrouve au restaurant tous les deux, on parle que de l'entreprise, enfin pas que de l'entreprise, mais on parle énormément d'entreprise parce que elle coule dans nos veines et c'est vraiment, elle nous fait, on adore ce qu'on fait, donc on partage aussi au-delà du perso une super aventure à deux dans ce projet pro, quoi. Et justement, un peu en termes de chiffres, ça représente quoi maintenant Icarsoft France, donc ALP Distribution? Alors ALP Distribution, ça a commencé dans mon salon à fin de première année à 80 000 €. Donc le plafond de l'auto-entreprise de l'époque. Ce qui est déjà un super départ. Ouais, c'était pas mal, surtout que bon, j'étais dans mon salon un peu comme tout le monde quand on commence, etc. Je pense qu'on a commencé pareil tous les deux. Voilà. Donc et après le chiffre d'affaires en fait a fait minimum fait fois 100% de progression d'année en année. Et là l'année dernière, on va clôturer je pense autour de 8-9 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'ensemble des activités de ALP Distribution. Et là, sur l'exercice en cours, on va dépasser les 10 millions de chiffre d'affaires. C'est incroyable, sachant que vous êtes combien de salariés? Enfin, en tout cas, de collaborateurs plutôt. Si tu lisses sur toute l'existence de l'entreprise, on est 2,5, on va dire. C'est juste hallucinant. C'est ce que me dit aussi la banque et le comptable. Il me dit ils vont continuer de te le dire. Le rapport sa masse salariale, chiffre d'affaires, c'est vrai qu'on a cette chance avec le e-commerce d'avoir des process qui sont moins lourds que le commerce traditionnel, etc. Et tu peux faire, tout va plus vite, quoi. Maintenant, vous avez tel volume quand même que vous êtes obligé de vous structurer, j'imagine, au niveau logistique. Tout à fait. Ouais. Au niveau SAV. Ouais. Ouais, effectivement, le salon a été vite limité en termes de surface de stockage, donc on a changé, on a déménagé 4 fois au total en 10 ans. Et puis là maintenant, on est vraiment sur un qui est juste derrière là, un local avec une hauteur de plafond à 6 mètres. Puis tout est neuf là, c'est tout récent. C'est tout neuf. Ouais, c'est vrai qu'on a fait aménager ça. Et alors, tu vois, c'est marrant parce que si on m'avait dit que j'allais acheter un local avec une hauteur, là derrière on a un gerbeur qui monte à 4,50 m. Si on m'avait dit ça au début, franchement, j'aurais du mal à y croire. J'ai un autre souvenir où Alice me charrie beaucoup dessus. C'est un appartement qu'on a visité quand on était à Lyon. Quand on allait avoir notre premier enfant, il nous fallait une chambre supplémentaire et on visite un appartement qui devait faire 105 mètres carrés et il y avait un dressing qui était grand, 3 mètres carrés. Et moi à l'époque, tu vois, déjà l'activité fonctionnait très bien et j'ai sérieusement dit à Alice et devant l'agent IMO, mais là ça pourrait être mon bureau, ce dressing.
Et ça faisait vraiment 3 mètres carrés, quoi. Il y avait des placards pour ranger des chemises, des vêtements, tu vois. Et bon, on voit pas le bazar qu'il y a là-bas derrière, mais il y a 70 palettes derrière. Voilà, complètement. Enfin, avec le recul, je me dis, ça, effectivement, ça a progressé de manière exponentielle et assez dingue, quoi. Tu t'en rends surtout compte quand tu mets des images justement comme ça. Tu sais, quand tu t'imagines, tu te remets en situation quelques années auparavant, parce que c'est pas si vieux que ça en plus. Non, tout à fait. Ouais. C'est quand même allé super vite. Il y a quelque chose dont tu m'as parlé quand on a discuté pour préparer cet épisode, c'est qu'à côté de ça, tu cours beaucoup. Oui. Je t'en ai parlé parce que j'ai un copain notamment qui est, d'ailleurs je te salue Thibaut, qui est à fond dans l'hypertrail. Oui. Toi, tu cours 6 ou 7 fois par semaine. Oui, c'est ça, ouais. Est-ce que tu trouves que ça a des liens, en tout cas des effets bénéfiques sur le côté entrepreneur, le fait le dépassement de soi, la rigueur, parce que c'est ça aussi, c'est une rigueur d'entraînement. Oui. Tu vois des... Ouais, bien sûr. Bah déjà, c'est un moyen aussi de faire descendre la pression, tu vois, d'avoir un moment où tu évacues toute forme de pression, de stress. Donc ça, c'est un moteur pour moi. J'en ai besoin. Et puis après, pareil, la performance que je vais chercher dans l'entrepreneuriat, j'aime aussi la mettre dans le sport. Et puis les deux c'est pas le même domaine. Mais si tu veux performer en sport, il faut aussi être rigoureux, il faut aussi être organisé, il faut aussi planifier ce que tu veux faire. Donc et pareil, de la même manière, si tu as cette même rigueur que tu peux avoir dans l'entrepreneuriat, tu en perçois vite les fruits, les dividendes. Donc voilà, j'ai un bon niveau de course à pied. J'ai récemment terminé 2e du marathon de Dijon. Oui, tu blagues pas des masses, ouais. Comment ? Tu blagues pas des masses. Non, je blague pas des masses. Il y a toujours un mec qui finit devant. L'année dernière, il était venu voir sa belle famille et puis il s'est inscrit la veille et puis il m'a pris la première place. Cette année, c'est un Belge qui s'est inscrit une semaine avant, tu vois. C'est pas un local, tu veux dire, c'est ça? Non, c'est pas un local, c'est ça. Donc l'année prochaine, peut-être que j'arriverai à aller chercher la première place sur un beau marathon de Dijon. Mais oui, du coup, c'est devenu effectivement un challenge. Là, j'essaye de casser la barre des 2h40 sur marathon c'est un challenge, mais c'est dur. Ça commence à être très costaud, surtout quand t'as une vie très chargée à côté. Ouais. Une famille, une entreprise, c'est costaud quand même. Ça occupe bien, ouais. Puis t'as fait le Gervais en plus, on en a parlé. Ouais, tout à fait. Ouais. Moi, je l'ai fait en beaucoup plus de temps que toi, parce que je l'ai fait en 10 jours, je crois. Ouais. Toi, tu l'as fait en 5, c'est ça? C'est ça, ouais, 5 jours, ouais. Grosse souffrance. Quand tu m'as dit ça m'a beaucoup rassuré, tu sais. Savoir qu'un gros sportif me dit ça m'a fait du bien. C'est une grosse souffrance et c'est vrai qu'on... Donc le GR20, juste pour nos éditeurs, c'est le fait de traverser la Corse en marchant. C'est ça. Ou en courant pour les plus fous. C'est ça. Normalement, ça se fait en 16 jours. C'est ça, en 16 jours. Voilà, pour les randonneurs, c'est 16 jours et après, t'as des grands malades. Mais c'est chiant, 16 jours. Moi, 16 jours. Ouais. Mais même, 16 jours déjà, 16 jours de refuge, même sans marcher. Ouais, c'est chiant déjà. Fatigant. Déjà 10 jours, je te jure, moi j'en peux plus. Ouais, toute l'intendance, sortir, etc. Ouais. Donc nous, on n'avait pas le temps spécialement de se poser, parce qu'on arrivait à 21h le soir, donc voilà, c'était... Mais ouais, super expérience, et puis parcours très technique, paysage magnifique, citoyen, habitant de Corse, un peu moins, je pense que après, ouais, c'est aussi les Corses qui sont en montagne, c'est particulier. Oui, c'est des Corses montagnards. Ils ont pas envie que tu sois là, quoi. Non. C'est paradoxal parce que c'est leur business, mais. Ouais, c'est ceux qui viennent dans le refuge, Ouais, c'est assez rigolo, ouais, c'est vrai. Mais d'ailleurs, il y a 0 Corse qui font le GR20. Non, c'est vrai, ouais. C'est vraiment que. Mais en été, c'est une autoroute maintenant, le GR20. Il y a tellement de monde, c'est dans les deux sens, il y a beaucoup de monde. Mais non, mais je te rejoins sur le fait qu'effectivement, je pense qu'il y a des vrais liens avec l'entrepreneuriat parce que oui, certes, ça te permet d'évacuer, mais surtout, ça te met un vrai cadre. Ouais. Et la performance, effectivement, moi, personnellement, là, dans le GR20, je suis pas allé chercher la performance, je suis plutôt allé chercher le fait que j'allais le finir. Ouais, c'est déjà super. C'était déjà bien, tu vois, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Et pour revenir un peu aux voitures. Oui. Donc, je t'avais laissé avec cette 307 qui était gratuite, finalement. Oui, c'est ça. Est-ce que après t'as eu d'autres voitures peut-être sans problème ou t'as continué On a eu une série 1 qui maladie de la série 1 sur la 118D, c'était la chaîne. Donc t'as vraiment eu toutes les maladies. Ouais, c'est ça. Ouais. La chaîne a cassé. Tu vois, BMW mettait en avant que t'avais pas de courroie de distribution à remplacer avec une chaîne incassable. Et elle a cassé. Alice m'a appelé sur l'autoroute en me disant non, il y a plus de jus là. Et puis chaîne cassée. Et après ça s'est calmé parce que j'ai pris des véhicules sur l'entreprise, donc des véhicules entretenus, et ça va. Pour l'instant, T'as commencé à te faire peut-être un peu plus plaisir parce que l'entreprise marchait bien. Ouais, j'ai pris un GLC pendant 4 ans de chez Mercedes, qui était très sympa. Et là, c'est vrai que je me suis fait plaisir en fin 2021 avec un Porsche Cayenne coupé. Donc voilà. Très belle config d'ailleurs. Ouais, c'est... L'intérieur, c'est intérieur fauve, sable, c'est comment ils appellent ça? Ouais, ça doit être ça, sable, ouais, en cuir, c'est très sympa. Puis j'attendais
le coupé. Enfin, tout le monde s'était déjà mis avec le X6, GLE coupé, etc. Et Porsche avait pas encore sorti son coupé sur les SUV. Même si dans le fond, je vois tous les vendeurs que j'ai pu voir qui m'ont dit mais qu'est-ce qu'on allait faire un SUV si gros pour mettre un coffre, enfin pour couper l'arrière et genre faire un véhicule au final où on peut mettre tout juste deux valises, tu vois. Pas si pratique que ça, quoi. Pas si pratique, non. C'est vrai que la sportivité, tu la payes par... alors, dans l'habitacle, c'est très confort, mais c'est vrai que le coffre, du coup, t'as un véhicule qui ressemble un peu à un char d'assaut, mais tu pars avec deux valises, voilà, c'est tout. C'est assez limité, quoi. Et t'as des rêves, justement, un petit peu au niveau auto, peut-être plus... Je veux dire, ça, c'est une auto-plaisir, mais c'est une auto-plaisir qui permet aussi de vivre au quotidien. Oui. Ouais, je pense m'offrir une Porsche 911 ou enfin un véhicule sportif un peu plus tard. Après, c'est vrai que là, je suis dans l'entreprise. C'est un véhicule qui est sur l'entreprise, donc peut-être quand je serai un peu plus avancé dans ma vie. Mais c'est pas une priorité. Perso, voilà, c'est pas une priorité maintenant, donc à réfléchir. Puis j'aimerais bien mettre aussi à la moto. Je t'en avais parlé de passer mon permis moto. Je suis quelqu'un de pareil, un peu comme mon père, de prudent, et c'est vrai que la moto ça me fait un peu peur, tu vois, de me faire mal, donc mais ça reste dans un coin de ma tête. T'as peur de rouler fort en moto et de prendre des risques, ou t'as peur des autres plutôt? J'ai peur de moi et j'ai un peu peur des autres, à vrai dire, parce que déjà en voiture je roule quand même assez dynamique. Et en moto, j'aurais peur de rouler dynamique et en plus de pas avoir, tu vois, l'habitacle autour. Et puis j'ai un ami aussi avec qui je cours beaucoup, qui a un bras qui est endommagé par la moto. Donc chaque fois que je le vois, même si j'étais un peu, tu vois, emballé dans ma tête sur ça, à chaque fois que je le vois, ça te remet un petit coup, tu vois, quand tu le vois courir avec un bras dans une écharpe à chaque fois, voilà. Et en parlant de moto, je crois que t'as vécu une expérience avec un de mes invités, enfin, une personne que j'ai vue sur le podcast. Oui. Kenny Forêt. Oui, tout à fait, ouais. Sur le circuit de Dijon-Prenois. Donc t'as eu un baptême, qu'est-ce qui s'est passé? Bah en fait mon frère lui est hyper motard, c'est-à-dire que il va au boulot, il a je crois 35 km matin et 35 km soir, et dès qu'il peut prendre la moto, il prend la moto. Même des fois où il fait très froid, où il pleut, etc. Donc super motard, et il va sur le circuit de Dijon-Prenois pour faire des roulages avec une moto. Alors généralement il se la fait prêter, enfin il la loue pour pas amener sa moto à lui. Et il m'avait offert un baptême pour moi-même et pour sa copine qui au passage est la sœur d'Alice. D'accord, incroyable. donc voilà, et effectivement il m'a offert un baptême complètement dingue, quoi, un truc de malade. J'ai un cardio plutôt solide et le mec il a réussi à me mettre franchement dans un sale état en je pense 6 minutes 30, 7 minutes. Donc attends, concrètement, t'es sur une sportive, donc où il y a clairement pas de place pour la deuxième personne. Non. T'es agrippé à lui, j'imagine? T'es perché à 1m50, 60, tu vois, sur ton truc à l'arrière qu'ils ont installé. Donc tu prends le vent pleine face? Ouais, pleine face, ouais. Et tu prends quelle vitesse? Bah, dans la ligne droite du circuit, t'es à 300 km/h. Ouais. Ah, mais en plus, ce qu'il te dit pas, tu vois, c'est que il te dit, voilà, dans les virages, il faut pas le toucher. Enfin, éviter de le toucher au maximum. Quand vous arrivez au freinage, anticipez avec les bras tendus. Mais par contre, personne te dit, dans la ligne droite, accroche-toi de toutes tes forces parce que sinon tu vas t'envoler en l'air. Et en fait, on a fait 2 lignes droites seulement, c'est-à-dire que le premier tour, il est rentré dans le circuit, tu vois, par la sortie des stands. Donc, on a pris seulement 2 lignes droites. Je savais pas si on allait la reprendre encore, mais intérieurement, je me disais, mais punaise, je vais tomber de la moto. Mais vraiment, hein, je sentais mes phalanges, tu vois, sur les systèmes qu'ils avaient installés, glisser, et je me disais, punaise, j'avais l'impression qu'il me restait plus qu'1 centimètre de un truc de malade, franchement. Et quand je suis descendu de la moto, il m'a dit alors, et tu vois, T'étais perdu. Ah ouais, non, j'étais perdu, et puis le souffle éclaté, enfin, d'habitude, je suis rarement en difficulté pas difficulté respiratoire, mais genre, là, j'étais vraiment, il m'avait mis dans le mal, quoi. Après, bon, il est là pour te faire plaisir, il envoie comme un dingue, et ouais, c'était... Il est incroyable, ce pilote. Ouais. Bah, en plus, on était, il y a des cycles de roulage avec des niveaux, et là, on était avec, il roule systématiquement avec les motards qui ont le meilleur niveau, et le mec, on était à 2 sur la moto. Alice a filmé la position que j'ai dessus, c'est juste du n'importe quoi, et le mec, tu vois, il fume tout le monde sur le... Il a remis une pilule, quoi. Bah, c'est un truc de dingue, quoi, franchement. C'est drôle parce que je suis sûr, tu vois, si je retournais le voir, là, pour lui poser cette question de quel est un peu le ressenti qu'il peut faire sur des baptêmes, parce que je me dis qu'il a dû appeler ça des baptêmes. Oui, c'est ça, ouais. Il te dirait qu'il était à 70 ou à 80% max. Bah, c'est ça. C'est quasi sûr, parce que de toute façon, déjà, il dit, je vais éviter de faire tomber le client, parce que finalement, tu vois, ça serait un peu gênant, et puis après, ouais, il est obligé de se retenir par rapport aux positions, etc., mais
truc de franchement impressionnant. Et donc c'est quoi le dispositif? Ils t'ont mis une structure spéciale sur la moto? Ouais, t'as une structure à l'arrière qui est installée, une poignée qui est au niveau de son torse, à laquelle tu viens de tenir. Et faut essayer de rentrer au maximum les genoux et les cuisses, tu vois, pour pas avoir une trop forte prise au vent, et te coucher sur lui, mais pas trop non plus, parce qu'il faut, tu vois, pas que tu le gênes dans tous les mouvements qu'il peut faire et tout. Non, franchement, t'es bousculé hein, enfin l'accélération, t'as l'impression que tu vas t'envoler. Premier freinage, c'est une violence, tu te couches sur lui, non, franchement, c'est chaud. Donc faut être sportif quoi. Franchement, ouais. Et puis j'ai vu, il y a des mecs qui passaient après 1m80, 85, un peu bon bébé. Je me disais purée, ils vont mouiller le maillot hein, sur le truc. Et bon après, je pense qu'il y a une limite en termes de peut-être de taille et de poids quand même parce que. Moi, je pense que je serais border. Comment? 1m92, je pense que je prendrais trop le vent. Bah écoute, essaye, mais ouais, alors, la sensation de s'envoler, hallucinant quoi, tu vois. Et personne te prévient, te dit attention, hein, parce que quand ça part, c'est vraiment violent. Vraiment. Et ça te donne pas envie de faire du circuit, toi? Parce que à la limite, tu peux très bien faire de la moto, tu sais, juste circuit. Ouais. Et pas rouler sur route, comme ça, tu t'enlèves aussi un peu la pression des autres usagers qui peuvent provoquer un accident. Ouais, c'est vrai, c'est ce que me dit souvent mon frère, parce que à chaque fois il me dit viens, apprenez-moi, tu loues une moto et puis tu te prends même pas la tête avec le permis moto, il y a une formation qui est beaucoup plus light, enfin c'est quand même sérieux, hein, c'est sur circuit et d'ailleurs on t'apprend beaucoup plus le pilotage sur circuit qu'autre chose, enfin que tous les aspects de circulation, etc. Et effectivement, il m'a dit tu devrais faire cette formation et c'est vrai que mon frère de plus en plus, bon, il s'en sert de sa moto pour aller au travail, donc c'est voilà un moyen de locomotion, mais pour du plaisir, il fait même plus spécialement de balade à côté, il bloque des dates sur Dijon-Prenois ou alors sur le circuit de Bresse du côté de Louhans, et voilà, il prend une moto. Bon, tu vois, la dernière fois il a loué la moto, il est tombé en plus, donc ouais, il est tombé avec, mais bon, tu vois, ça évite aussi que le lundi quand t'as besoin de ta moto que ta moto soit endommagée. Donc voilà, il m'a dit t'as tous les avantages sans les inconvénients que moi je peux lui présenter, lui dire j'ai un peu peur de tomber, etc. quoi. Pour finir un peu ce podcast, mis à part le fait que je te souhaite de rouler en moto, que ce soit sur route ou sur circuit, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, que ce soit d'un point de vue professionnel, personnel, enfin tous les plans que tu veux? Bah écoute, j'ai pas à me plaindre jusqu'à présent. Je suis content de la manière dont évolue ma vie perso et pro. Et puis on a deux petits garçons qui sont hyper vivants, qu'on adore et qui viennent déjà, qui sont venus là sur le chantier de ce bâtiment suivre les avancées. Ça y est, la verrière elle est installée, il y a ça, etc. Et ce que j'aimerais à l'avenir, parce que c'est de travailler en famille, tu vois, de leur transmettre cette fibre. Après, il y a rien d'obligatoire, hein, s'ils veulent faire totalement autre chose, ils le feront. Mais je serais vraiment, en tout cas dans leur jeunesse, tu vois. Je vais profiter d'avoir une entreprise pour leur dire tu veux partir en vacances, bah viens un petit peu aider à la prépa commande, viens nous aider un petit peu, tu vois, et de se servir de ça pour souder notre famille. Et voilà, c'est donc ce qu'on peut me souhaiter de mieux, c'est que notre famille continue comme ça, et je suis ravi. Donc peut-être 2 petits futurs entrepreneurs. 2 futurs passionnés qui sont déjà plus ou moins passionnés, si je comprends bien. Le secteur d'activité, en plus les deux sont un peu, sont très téléphone tablette, donc les outils de diag qu'on a maintenant, c'est des tablettes sous Android, donc même s'ils font pas encore du diag, ils installent quand même Candy Crush dessus, c'est assez rigolo. En tout cas, la tablette, ça leur plaît bien. Mais ça serait chouette de partager ça en famille avec eux, ça serait top. Puis déjà des mordus de 4 roues et 2 roues, puisque le quad, on est déjà sur ça m'a beaucoup plu le fait qu'ils veuillent que ça fasse du bruit. Ça me rassure sur l'avenir de. C'est vrai. Parce que c'est vrai que le tout électrique c'est quelque chose de bien. Enfin, il faut passer par là. Mais le thermique c'est sympa aussi. C'est quand même sympa. Hein. Bah il a dit voilà, faut que ça fasse vroom vroom, tu vois. Sinon ça va pas. Je lui ai montré ce qu'ils avaient chez King Jouet électrique et tout. Il m'a dit non mais tu m'as pas compris papa. C'est un quad de course que je veux. Puis tu le connais pas mais c'est un petit bonhomme qui a un aplomb incroyable. Il te décrit les choses, il te dit et le casque, tu sais, motocross avec à l'avant là, et puis le masque, tu vois, il sait exactement déjà ce qu'il veut. Il y a pas de problème. C'est lui qui a raison. Et il a forcément raison, forcément. Merci beaucoup Pierre pour ce moment, c'était trop cool. Merci à toi. À très bientôt. À très bientôt. Bah écoute, vous êtes les bienvenus ici et puis à une prochaine fois. Ciao Pierre. Allez, bye.